Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI. C'est parti pour le grand dossier. Avec aujourd'hui une question à la fois réaliste et inquiétante. Donald Trump peut-il encore arrêter l'Iran ? Nous allons vous raconter ce soir comment ce pays, l'Iran, a basculé aux mains des plus radicaux, de ceux qui ne reculent devant rien, de ceux qui aujourd'hui réclament la guerre totale. On en a encore eu la preuve la nuit dernière avec des frappes multiples sur les pays du Golfe, du Koweït, de l'Irak, de la Jordanie, du Bahreïn, l'Iran toute puissante qui utilise des missiles de plus en plus perfectionnés, de plus en plus performants, qui visent de plus en plus loin, des missiles aussi de plus en plus meurtriers puisque les États-Unis ont confirmé ces dernières heures la mort d'un 3e soldat américain. Alors Donald Trump peut-il arrêter ces tyrans ? La nuit dernière, les États-Unis ont pour la 9e fois consécutive, 9e nuit consécutive, frappé l'Iran, mais pour quel résultat ? Les États-Unis qui appellent même aujourd'hui les pays internationaux à se joindre à eux pour dénouer la situation dans le détroit d'Ormuz. Alors sont-ils dépassés, les États-Unis, face à une Iran surpuissante, une Iran qui réclame encore aujourd'hui et revendique sa toute-puissance ? La guerre des 12 jours et les leçons qui en ont été tirées nous ont en réalité rendus plus forts. Ils nous ont mieux préparés pour la guerre suivante. Nous avons tiré de nombreuses leçons militaires de la guerre des 12 jours. Nous en avons tiré des leçons politiques également, mais aussi de nombreuses leçons militaires. Qui peut encore arrêter l'Iran ? Donald Trump a-t-il les moyens de mettre un terme à l'Iran, ce pays qui veut aujourd'hui se lancer dans la guerre totale ? Vous entendrez dans un instant le président iranien appeler à cette guerre totale. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre avec nos différents invités. Sorour Kasmaï, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivaine, éditrice franco-iranienne. À vos côtés, le colonel Pierre de Jong, bonjour, merci d'être avec nous, consultant défense géopolitique LCI. Guillaume Roquette, bonjour, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et Xavier de Giacomoni, éditorialiste international LCI. Bonjour Xavier, on va avoir besoin de vos lumières pour essayer de comprendre cette situation et voir qui peut arrêter l'Iran. Les États-Unis ont essayé cette nuit, en tout cas une nouvelle fois, 9e nuit consécutive de bombardements avec des cibles militaires, des cibles stratégiques qui ont été ciblées par les Américains. Et ça a donné une nuit évidemment de frappes, 9e nuit consécutive de frappes sur l'Iran. Ces frappes américaines sur l'Iran qui se multiplient, qui se répètent, 9e nuit consécutive. Question assez simple, pour quel résultat ? Mais pour le moment, on ne le voit pas, le résultat, comme on l'a pas vu au bout des 40 jours de frappes conjointes américano-israéliennes. Mais il est encore un peu tôt. Ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens eux-mêmes disent que pendant qu'il y a ces frappes, et pendant qu'eux-mêmes frappent sur les États du Golfe et sur des bases américaines, en infligeant certains dégâts, en faisant des morts parmi les soldats américains, il y a toujours des discussions, il y a toujours des contacts, il y a toujours la volonté, peut-être, à terme, de trouver une solution. Mais Donald Trump veut absolument faire plier totalement, il veut la reddition des Iraniens, et ça c'est hors de question pour eux, donc ça peut durer longtemps, puisqu'on sait que des frappes aériennes n'ont pas d'efficacité, même dans le temps d'ailleurs, ça peut être très compliqué, pour faire plier une nation qui a décidé de résister. Mais ces frappes, on n'en voit pas encore le résultat, mais on se demande même à quoi elles servent. En quoi elles freinent les Iraniens aujourd'hui ? Elle ne freine pas les Iraniens du tout. Aujourd'hui, l'objectif est purement, je dirais, stratégico-tactico quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les Américains, dans cette dernière phase, depuis 9 jours, en fait, ils se concentrent principalement sur des tirs sur le golfe Persique, là, sur la rive nord, avec le port de Bandar Abbas, qui est un port extrêmement important. Ça, c'est la partie numéro 1. La partie numéro 2, on voit qu'ils vont taper sur les objectifs dans l'interland de tous les ports. Il y a 13 ports aujourd'hui, 13 grands ports le long du golfe Persique. Donc, ils sont en train de détruire ou en train d'essayer de détruire l'ensemble des infrastructures, des ponts, etc. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'Iran est un pays extrêmement montagneux, extrêmement vallonné, enfin montagneux, et donc en fait les accès aux ports, il faut descendre, il faut des ports, il faut des routes, il faut des voies ferrées.
que si c'est détruit, il n'y aura pas de renfort possible. La troisième partie, aujourd'hui, il se venge entre guillemets des morts américains, donc il tape sur des casernes de Pasdaran, et puis en finale, 10% seulement, c'est sur le reste du pays. Donc en fait, ils ont concentré leurs tirs sur la phase, sur la côte du Golfe Persique. C'est plutôt intelligent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont à un niveau assez bas, ils progressent. En fait, les Américains sont engagés dans une guerre totalement différente de celle qu'ils avaient engagée au mois de mars, qui était une guerre plutôt de destruction initialement, qui visait à avoir un effet de souffle. Là, il n'y a pas d'effet de souffle. On est sur une guerre d'usure, l'objectif étant que les Iraniens finissent par comprendre qu'il est impossible d'arrêter la puissance américaine dès lors qu'elle s'engage dans une guerre de longue haleine et sans qu'il y ait de troupes au sol dans un premier temps. Alors après, on verra s'il y a une deuxième période, parce qu'en tapant sur Bandar Abbas et sur le sud, on peut imaginer qu'ils peuvent rentrer dans leurs options la possibilité éventuelle d'engager les troupes au sol. J'entends dans ce que vous nous dites l'effet modéré de ces frappes, la guerre d'usure. Bon, évidemment, on est très très loin de ce que nous a dit Donald Trump cette nuit. Nous nous sentons très mal, mais ces grands soldats, ces grands patriotes se battent là-bas pour qu'il soit impossible à l'Iran d'avoir des armes nucléaires. L'Iran a été très, très durement touché. Ils ont presque tout perdu militairement. Ils n'ont plus grand-chose. Ils ont quelques missiles, quelques drones, une certaine capacité de production, mais pas beaucoup. Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, ils ne contrôlent rien. Alors on entend le narratif de Donald Trump, on a durement frappé l'Iran, on a eu des gains, on a des victoires. Ce narratif, on a de plus en plus de mal à le croire quand même. Oui, effectivement. C'est pas un constat, c'est sans doute plutôt un objectif pour Donald Trump d'avoir des Iraniens qui perdent leur capacité de nuisance et qui arrêtent leur programme nucléaire. Je pense que Donald Trump, comme ça lui arrive assez régulièrement, il est passé dans une autre dimension. Je dis ça sans ironie. C'est l'une des caractéristiques du Trumpisme, c'est que on est dans l'ère de ce que certains intellectuels appellent la post-vérité, c'est-à-dire ce qui compte, ce n'est pas la réalité, c'est le récit médiatique de cette réalité. Et ça a plutôt réussi à Trump jusqu'à présent. Jusque-là. Donc la question c'est combien de temps est-ce qu'il peut tenir dans ce récit qui effectivement tient plus du conte pour enfants, encore que ce soit un peu violent pour un conte pour enfants, mais tient plus de la fable que de la réalité concrète, avant d'être rattrapé ou bien par un problème de moyens et de manque d'armement, ou bien par une augmentation du prix du baril et surtout du prix du litre du gallon, plutôt, parce que c'est comme ça qu'on compte aux États-Unis, du prix de l'essence pour les Américains. On est revenu à $4 là. Donc, alors pour mémoire, le maximum, je crois que c'était $4,50, mais avant la guerre, c'était $3. Donc ça peut être un problème pour Trump, mais sinon, jusque-là, je pense qu'il est prêt à nous servir ce genre de discours pendant des semaines. Et rattrapé peut-être par le prix d'autre chose, c'est le prix humain, le prix des pertes humaines. Les États-Unis ont dû confirmer cette nuit qu'un 3e soldat américain avait perdu la vie en l'espace de 3 jours. Justine Jankowski, on va vous retrouver. Vous êtes la correspondante de TF1 LCI aux États-Unis. Combien de temps, pour reprendre l'expression de Guillaume Roquette, Donald Trump peut endurer ces pertes humaines ? Effectivement, ce sont les premières victimes côté américain depuis le mois de mars. Et vous l'avez dit, c'est confirmé, un 3e soldat a été tué dans le nord de l'Irak, qui s'ajoute donc aux 2 autres victimes en Jordanie. Des victimes dont on apprend l'identité ce matin au réveil ici aux États-Unis. Il s'agit d'un lieutenant venu d'Hawaï de 25 ans et d'une soldat, une jeune femme de 19 ans, dont la photo s'affiche partout ici dans les médias américains, notamment dans le Washington Post. Évidemment, ces victimes, toute la presse ici en parle. Les journalistes américains ont d'ailleurs questionné Donald Trump hier soir. Ils lui ont demandé une réaction alors qu'il quittait le match de la Coupe du Monde. Donald Trump qui a dit que c'était très triste, que les frappes qu'on a vues ce week-end, eh bien, elles étaient en l'honneur de ces soldats. Et il a aussi ajouté, vous l'avez passé dans cet extrait, qu'il était plutôt confiant finalement que l'Iran avait presque tout perdu sur le plan militaire. On sent que Donald Trump ici cherche une issue à cette guerre de plus en plus impopulaire, de plus en plus coûteuse, qu'il oscille entre diplomatie et frappe. On l'a appris, il pourrait y avoir des opérations militaires élargies cette semaine, mais d'un autre côté, Washington se dit toujours ouvert au dialogue. Merci beaucoup, Justine, pour toutes ces explications. On imagine qu'en Iran, la mort de 3 soldats américains, c'est tout un narratif là aussi de propagande pour dire « regardez notre puissance ».
Ben oui, parce que le régime continue d'abord de menacer, comme il a fait dès le début de cette guerre, donc ses voisins du Golfe Persique, mais pas seulement. Maintenant, il élargit, si vous voulez, la région donc des batailles jusqu'en Syrie, jusqu'à la Jordanie, et donc les menaces sont de plus en plus précises. Hier, ils ont proféré des menaces contre les aéroports d'Abu Dhabi et de Dubaï, et aussi sur les ports de Fujairah et de Jebel Ali, qui sont vraiment des hauts lieux, si vous voulez, aussi bien de transit aérien que de commerce mondial, d'énergie, de transfert d'énergie. En même temps, comme vous le disiez au début, par exemple, Al-Archi, il a fait un entretien fleuve hier, sur Internet, qui a eu beaucoup de résonance, et dans lequel il regrette d'avoir arrêté, que les négociations sont arrêtées. D'ailleurs, aujourd'hui, le ministre de la Défense iranien est à Islamabad. Donc ça, c'est un signe aussi que, en coulisses, les négociations, en tout cas les pourparlers, ont repris. Et il a donné beaucoup d'informations intéressantes à l'Archi, comme quoi il y a une sorte de bulle sécuritaire au sein du régime infiltré par Israël, qui laisse pas, au fait, les négociations se poursuivre, et même conduit, si vous voulez, le discours, le narratif du régime. Et on verra tout à l'heure, effectivement, et c'est la question qu'on se posait, si les radicaux n'ont pas la main mise aujourd'hui sur l'Iran, et ce qui pousse aujourd'hui, effectivement, à des comportements et à des actions militaires extrêmes. Un mot encore sur ces soldats américains morts. Alors vous allez me dire, la guerre fait des morts, mais dans l'opinion, même au sein de l'armée, c'est toujours un traumatisme, surtout aux États-Unis. Alors, effectivement, la perte d'un homme, c'est la perte d'un homme. Quoi qu'il en soit, c'est toujours dramatique pour la famille, pour tout le monde, ses amis, ses camarades, etc. Maintenant, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Je veux dire que on fait pas une guerre sans avoir 0 mort. Même à l'époque de la guerre du Golfe, en 91, on pensait avoir 0 mort. Il y en a eu quelques-uns, même si le ratio était incroyable par rapport aux Irakiens. Ce que je veux dire simplement, 2003 plutôt, ce que je veux dire simplement, c'est que, encore une fois, ce sont des pertes, elles sont acceptables. On n'est pas du tout sur un modèle dramatique. À l'exemple, les Français à Barkhane ont perdu 58 soldats dans le Sahel. Donc vous voyez un petit peu le ratio, on en est loin. Actuellement, il y a 17 morts d'après mes derniers calculs. Donc encore une fois, c'est pas ça qui va gêner les Américains. Le deuxième point, ça peut plutôt renforcer l'État américain et Trump, comment dire, à dire on va se venger, on va y aller, on va faire quelque chose. Encore une fois, c'est pas significatif. S'il y a eu 45 morts dans un bombardement, c'était dramatique. Là, il y en a 1 ou 2. Honnêtement, c'est acceptable et ça va nourrir une espèce de, comment dire, de goût de se venger. D'ailleurs, on voit que le narratif, entre guillemets, américain a évolué, on se venge et on va tirer sur des casernes des passes d'Aran. Le troisième point qu'il faut bien voir, c'est moi ce qui m'étonne, encore une fois, parce que vous parliez des tirs iraniens, c'est cette dispersion incroyable. On sait à l'école de guerre que, très concrètement, qui est fort partout et fort nulle part. C'est sidérant de voir cette espèce de dissémination des tirs. Ce qui fait que cette dispersion affaiblit considérablement les Iraniens. Ils savent pas où tirer quelque part. Alors oui, ils vont tirer sur des bases américaines, mais c'est pas comme ça, que ça fonctionne pas comme ça. Donc ils vont tirer des milliers de missiles, mais ils vont se disperser. Alors que les Américains sont une logique beaucoup plus précise, beaucoup plus concise, beaucoup plus organisée et planifiée. Tout ça, c'est 2 modèles différents. On verra dans les semaines qui viennent ce que ça va donner. Alors à la fois on peut le voir comme une dispersion et en même temps comme une façon de semer la terreur dans les pays du Golfe. Vous allez répondre dans un instant. Juste avant cela, on va aller sur le terrain puisque vous en parliez. Elisa Cléache, on vous retrouve. Vous êtes à Doha pour LCI et TF1. Nouvelle nuit effectivement de frappe tout azimut. Le Bahreïn, le Koweït, l'Irak, la Jordanie, avec effectivement des cibles qui s'élargissent. Oui, c'est ça, et c'est une menace constante que subissent ces pays du Golfe. Surtout, à noter quand même le Koweït et Bahreïn qui subissent des attaques tous les jours depuis la reprise de ces hostilités, à la fois sur leurs bases militaires américaines que ces pays abritent, mais aussi sur leurs infrastructures civiles. Et c'est surtout cette partie-là qui les inquiète, parce qu'on a vu ces derniers jours, ils ont subi des attaques sur leurs ports, sur leurs installations pétrolières, mais aussi sur leurs usines de dessalement, vous savez, qui sont à l'origine quasiment de la totalité
de l'approvisionnement en eau potable de ces pays dans cette région particulièrement aride. C'est le cas au Koweït. 90% de l'approvisionnement en eau potable est permise grâce à ces usines de dessalement. Donc bien sûr, ces différentes frappes inquiètent particulièrement ces pays du Golfe. Et puis ce qui les inquiète également, c'est leur soft power qui est particulièrement affecté par cette guerre. On le voit tous les jours ici avec Matthijs Bieler-Guefers, leur tourisme est particulièrement impacté et donc indirectement leur économie. L'agence de presse Reuters, vous savez, a fait de récents rapports qui ont montré notamment que le Koweït et le Qatar verraient leur croissance diminuer de 8% cette année à cause du conflit au Moyen-Orient. Merci beaucoup Elisa Cléache avec Matthijs Guefers à Doha pour LCI et TF1. Xavier, il y a une stratégie de terreur qui est en train de s'installer dans le Golfe. Et l'Iran, ça, elle y arrive et personne ne la freine. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence par rapport à ce que disait le colonel Pierre de Jong entre la motivation, l'objectif des Américains et celui des Iraniens. Celui des Iraniens, c'est d'abord de répliquer sur les bases américaines autant qu'ils le puissent tout le long du Golfe, et ensuite d'expliquer aux pays du Golfe que le patron, c'est eux, et que ça restera comme ça, quoi qu'il arrive par la suite, et que donc, il faut pas trop s'impliquer du côté des Américains. Et on le voit, quand on voit les frappes sur les centrales de dessalement, d'abord c'est aussi une réplique œil pour œil, dent pour dent. Il y a eu des infrastructures d'eau qui ont été touchées en Iran, et l'Iran avait prévenu, chaque fois que vous toucherez nos infrastructures, nous ferons pareil sur celles des pays du Golfe. Eh bien, à 3 reprises, des usines de dessalement au Koweït ont été frappées. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. C'est que quasiment pire que le pétrole. Tous ces pays ne peuvent pas vivre si jamais ils ne dessalent pas l'eau, parce qu'ils n'ont pas d'eau dans leur sous-sol, en fait. En Jordanie, par exemple, vous avez des nappes phréatiques, vous avez le Jourdain, il y a un peu d'eau, même s'ils ont aussi des problèmes, et s'ils vont construire de grosses infrastructures de dessalement. Mais Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats, c'est extrêmement compliqué. Et là, on est juste à l'avertissement pour le moment. Ce ne sont pas des frappes massives. On ne sait pas exactement s'ils peuvent le faire. On a l'impression que oui, quand même. Quand on voit le matériel qui leur reste, beaucoup plus que ce qu'on imaginait, ils pourraient le faire. Mais ils y vont de manière graduée. Moi, je me souviens, dans la guerre des 40 jours, j'ai passé cette guerre en grande partie à Dubaï et à Oman, tout près du détroit d'Ormuz. L'aéroport de Dubaï, celui d'Abu Dhabi aussi, d'autres dans la région, ont été fermés pendant des semaines et des semaines. Ouais. Vous aviez des familles entières qui restaient en déshérence, ne sachant pas où aller, ne pouvant pas quitter le pays. C'était extrêmement compliqué. Aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. On est sur une version assez soft de ce qui s'est passé en février-mars. Mais la question, c'est qu'on voit bien que c'est pour l'instant gradué. La question est de savoir jusqu'où ils vont aller, parce qu'on a le sentiment qu'ils peuvent aller tout le temps plus loin. On va essayer d'y voir clair avec Sylvia Amicone. Sylvia, vous allez nous expliquer tout cela. D'abord, Xavier commençait à l'évoquer, les bases américaines qui ont été ciblées très précisément, très minutieusement par les Iraniens. Oui, effectivement, et si les États-Unis frappent l'Iran depuis 9 jours, eh bien, l'Iran ne regarde pas les mains croisées. Ils visent les intérêts américains partout où ils le peuvent. Regardez cette carte, les bases américaines et alliées frappées par l'Iran depuis la reprise des hostilités et des frappes qui s'étendent dans tout le Moyen-Orient. Les Iraniens ont indiqué ce matin avoir attaqué également un centre de commandement dans la région d'Al-Tanf en Syrie, dans le sud-est du pays. Une démonstration de l'Iran qui peut frapper des cibles variées, stratégiques, et là où on ne l'attend pas forcément. Depuis 9 jours, on le dit, le Bahreïn, le Koweït ainsi que la Jordanie sont visés. Bahreïn, Koweït, encore aujourd'hui, on a entendu les sirènes retentir au Koweït. Plusieurs bases ont été visées en Jordanie. On va regarder ces dernières images satellites de la base Al-Sulti en Jordanie, publiées aujourd'hui par l'agence iranienne Tasnim. Amman, qui est une cible légitime pour l'Iran. Pourquoi ? Eh bien parce que le pays accueille ces bases militaires utilisées par les États-Unis et que le pays entretient également des relations diplomatiques avec Israël. L'armée jordanienne, elle, n'a pas la possibilité de riposter aux attaques iraniennes. Hier, un missile a été intercepté avant d'atteindre l'aéroport d'Aqaba, c'est près de la frontière avec Israël. L'Iran qui touche la Jordanie, mais qui évite pour l'instant l'État hébreu, qui menace à son tour de riposter. 2 soldats américains, on l'a dit, un 3e également, sont morts en Jordanie sur la base de Mouafak Salti. Sur ces images que l'on va voir, et selon le Wall Street Journal, plusieurs hélicoptères Black Hawk ont également été endommagés sur une autre base américaine en Jordanie. Les Iraniens ont également diffusé ces images satellites qu'on va voir dans un instant, d'avant, après
après les États-Unis qui ont transféré des troupes, du matériel en Jordanie plutôt que dans les pays du Golfe, jugés plus proches de l'Iran. On a vu que c'était une analyse battue en brèche par les récents événements. Alors on comprend bien que l'Iran est en capacité d'élargir sa zone de frappe, notamment sur les bases américaines, et elle frappe aussi de façon très ciblée, là où ça fait le plus mal. Oui, effectivement, les bases américaines, effectivement, mais aussi les infrastructures énergétiques qui sont frappées au Koweït. Une centrale électrique et de dessalement d'eau a été prise pour cible pour la 3e fois en 3 jours. Une riposte également aux frappes américaines sur ces mêmes infrastructures en Iran. Le Koweït qui a mis en garde et qui a condamné ces attaques qui mettent en danger la vie, la sécurité des civils. Il faut pas oublier que sur place, la température approche les 47 degrés et face au risque de coupure, des appels à réduire la consommation, à éteindre les appareils non essentiels sont lancés. Merci beaucoup Sylvia pour toutes ces explications extrêmement précises qui nous montrent et qui illustrent bien, si la réponse est encore graduée, à quel point elle peut s'élargir aujourd'hui de la part des Iraniens. David Rigoulet-Rose nous a rejoint. Je vous salue. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Est-ce qu'on a raison de s'interroger ce soir sur cette puissance montante de l'Iran ? En tout cas, il y a un élargissement du conflit, c'est très net. On le perçoit avec les cartes que vous montrez, la dispersion des opérations. Oui, alors effectivement, il y a une escalade à la fois horizontale et verticale. Horizontale parce que d'ailleurs les Houthis viennent de dire qu'ils commençaient à bloquer le détroit du Bab el-Mandeb à la demande vraisemblable de Téhéran, enfin du régime iranien. Il y a les frappes sur la Jordanie. Il y a une frappe d'ailleurs, on n'a pas d'informations sur la frappe d'Aqaba. Ce sera intéressant de savoir ce qui s'est passé parce que manifestement il y a eu quelque chose et il y a le Pentagone verrouille parce qu'il y aurait eu un avion Poséidon de surveillance électronique qui aurait été touché, un gros porteur et potentiellement des blessés américains. Et apparemment, c'est pas confirmé, mais c'est ce que relaient en tout cas les passes d'Aran, enfin les gardiens de la Révolution, en plus de la frappe sur la base d'Azraq, avec les morts qui ont été mentionnés. Donc oui, ça prouve qu'il y a une allonge, puisque c'est un type de manifestement aussi qui se pose la question de la perméabilité, enfin de la défense, puisque les missiles qui auraient été utilisés sont des missiles de haute vélocité et de une grande manœuvrabilité. Donc c'est pas n'importe quel type de missile. C'est pour ça que ça a pu faire aussi mal, avec éventuellement des renseignements transmis par un tiers indéterminé, mais la question est posée. Et donc il y a une logique escalatoire assumée en fait de part et d'autre. Mais on rentre dans quelque chose qui n'est pas improvisé. Du côté américain, c'est beaucoup moins improvisé que ça n'a pu l'être par le passé, semble-t-il. Il y a un scénario qui est en train de se dérouler. On n'a pas toutes les pièces encore. Alors, on n'a pas toutes les pièces, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que ce soir, on s'interroge effectivement comment et qui peut arrêter encore l'Iran. Guillaume Roquette, on ne peut pas arrêter l'Iran pour l'instant côté États-Unis, ou on ne veut pas les arrêter. Et dans ce cas-là, pourquoi on ne veut pas les arrêter ? Parce que, les Américains essayent quand même, en tout cas, ils essayent de faire cesser les frappes iraniennes sur leur pays ami et aussi contre les bateaux qui veulent passer dans le détroit d'Ormuz. Pour l'instant, ça marche pas. Non, ça marche pas parce qu'il faut regarder la carte en fait, parce que l'Iran est un immense pays, parce que on l'a dit souvent sur ce plateau, tant qu'il n'y a pas d'intervention au sol, les Américains jouent au chat et à la souris avec les Iraniens. Il y a eu plus de 20 000 frappes, certains parle de 30 000 pendant la période intensive de la guerre, c'est 40 jours dont Xavier déjà Comonier parlait tout à l'heure, et ça n'a pas été suffisant. Alors, il y a peut-être une hypothèse, c'est que les Américains assument cette espèce de montée en radicalité pour pouvoir essayer de resserrer autour de lui les pays du Golfe. Presque tous les pays du Golfe sont frappés quasiment quotidiennement par les Iraniens. Et ça contraste de façon spectaculaire avec leur refus de s'engager. Je rappelle qu'aucun de ces pays dont on parle depuis le début de l'émission, le Koweït, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, ne sont en guerre avec l'Iran. Et alors, peut-être qu'ils n'en ont pas les moyens, sans doute qu'ils ne le veulent pas, mais c'est peut-être un espoir de Trump de se dire mais ils vont finir par réagir en disant on va pas l'Arabie et les Émirats ont déjà frappé. Oui, ils ont frappé, mais en riposte directe. Oui. Mais par exemple, quand on voit ce qui se passe au Koweït, où le Conseil de coopération du Golfe parle de crimes de guerre,
parce qu'effectivement, attaquer des usines des Salmandos, ce sont des crimes de guerre. Voilà, il y a peut-être ça, une volonté de Trump, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y arrive pas. Sauf qu'Asmaï, ces pays du Golfe, effectivement, ils sont partagés aujourd'hui, comme le dit Guillaume Roquette. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas tellement confiance, on dirait, aux États-Unis. Parce qu'ils ont des partenariats, des accords. Or, on voit que, au fait, ça fonctionne pas. Donc, ils se retiennent pour l'instant. Mais il paraît qu'il y a des discussions entre eux qui se préparent, qu'il y a des réunions pour éventuellement envisager ou des parce que de toute façon, ils doivent vivre avec ce grand pays qu'est l'Iran, quoi qu'il en soit, de toute façon. Aujourd'hui, par exemple, je crois que je sais plus si c'est Vance ou en tout cas un haut responsable américain a demandé à ce que tous les pays, même européens, coopèrent, aident les États-Unis. Oui. Donc, on commence à entendre ça. Oui, c'est Rubio. Oui. Marco Rubio, tout à fait. Sur le détroit d'Ormuz, on y reviendra tout à l'heure, qui appelle à la coalition internationale. Et ça, c'est la première fois, parce qu'au début, ils disaient non, on n'a plus besoin d'aucune aide, que vous n'étiez pas là au début, donc on n'en a pas besoin. C'est difficile. En même temps, l'Iran, à part l'aspect, le régime iranien, je veux dire, à part l'aspect militaire, il a donc ce détroit d'Ormuz qui a un énorme levier de pression sur l'économie mondiale. Et donc là, il suffit d'un drone sur un bateau pour que le prix du pétrole monte en flèche, pour que les bourses réagissent, etc. Et je pense que ça, ils ont pris conscience pendant cette guerre-là. C'est d'ailleurs un des points que relève Araghchi dans son interview. Ils ont pris conscience un petit peu de tous ceux dont ils disposent pour faire pression. Et effectivement, et dans cette interview, il le dit très clairement, on va l'écouter dans un instant. Je retiens aussi ce que vous disiez, tout le monde se retient aujourd'hui d'intervenir plus fort face à l'Iran, ce qui laisse à l'Iran... pour l'instant, l'impression de pouvoir dominer, de pouvoir faire ce qu'elle veut et de dire dans son narratif qu'elle est évidemment la plus forte. La guerre des 12 jours et les leçons qui en ont été tirées nous ont en réalité rendus plus forts. Ils nous ont mieux préparés pour la guerre suivante. Nous avons tiré de nombreuses leçons militaires de la guerre des 12 jours. Nous en avons tiré des leçons politiques également, mais aussi de nombreuses leçons militaires. Alors évidemment, on a la propagande et on n'attend pas autre chose de leur part. Mais quand même, on est les plus forts et on a des chiffres qui viennent peut-être étayer ça aujourd'hui. C'est le Washington Post et le New York Post qui nous disent aujourd'hui que 70% des capacités balistiques de l'Iran sont intactes. Alors, si vous voulez, encore une fois, il sort d'où ce chiffre ? C'est les chiffres d'il y a 3 mois, d'il y a 6 mois. C'est deux journaux citent les renseignements américains, mais de quand datent les renseignements américains ? Et puis quand on connaît les rapports que Trump entretient avec ses services de renseignement, on peut imaginer qu'il y a des formes de déstabilisation interne. C'est un autre sujet. Le problème, c'est la réalité balistique, les capacités balistiques de l'Iran. Oui. En fait, le problème, c'est double point, ouvrez les guillemets, on n'en sait rien. Et donc, c'est ça le problème. En fait, pourquoi ? Parce que ces missiles sont enterrés, ils sont dans les tunnels, ils sont dans les grottes, etc. Donc en fait, on n'en a pas idée. Alors j'imagine qu'au début, on a fait une abstraction, on a dit il y a 3 montagnes, il y a 14 tunnels, on met tant de missiles par tunnel, donc il y en a tant. Et en fait, on voit qu'il y en a beaucoup plus qu'on imaginait. Donc très concrètement, la densité, la capacité à produire des missiles en grande quantité, on ne l'avait pas imaginé. Le deuxième point, c'est la capacité technique. Donc ils sont montés en gamme, donc ça c'est puissant, puisqu'on voit qu'ils sont précis, ils tirent régulièrement et ils tirent sur l'ensemble de la zone. Donc ça veut dire qu'ils en ont beaucoup. Ceci étant dit, quand on voit le nombre de missiles tirés, il y en a beaucoup moins qu'au début de la guerre. Ils sont plus précis, mais on voit qu'il y a une forme d'économie des moyens. Ils ne sont pas non plus en train d'arroser tous azimuts. Par contre, c'est bien ciblé, c'est bien tapé, ils ont de bons renseignements. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose, probablement dans cette période de cessez-le-feu, des contacts ont été pris entre l'Iran et des alliés, entre la Corée du Nord, la Chine, la Russie. L'histoire l'expliquera dans les années qui viennent. Il y a très concrètement, ils ont une qualité d'information qui est exceptionnelle. On voit qu'il y a des satellites qui fournissent de l'information, ils savent où sont les objectifs, et voilà, et puis ils tapent, ils ont une précision, ils ont les objectifs, ils tapent dessus. Mais aujourd'hui, si on n'arrive pas à arrêter l'Iran, c'est bien parce qu'il y a encore cette capacité balistique.
Évidemment, et capacité balistique surtout qui est extrêmement bien protégée. Alors elle est très peu protégée contrairement à ce que nous on fait ou à ce qui est fait dans le Golfe par des capacités anti-aériennes. Ouais. Elle est protégée par la montagne en fait. Alors racontez-nous comment sont protégés ces missiles. Eh ben dans ce qu'on appelle des villes missiles totalement enterrés sous des montagnes qui sont inaccessibles à toutes les bombes modernes. Même la GBU 57 ne peut pas les atteindre puisqu'on est à des profondeurs qui sont après 100 ou 150 mètres. Une GBU 57, c'est 60 mètres dans le meilleur des cas, un sol relativement meuble. Et en fait, les Américains ont bombardé les entrées, les conduits d'aération de ces villes missiles. Mais il suffit aux Iraniens, on a vu les images d'ailleurs, ils nous ont même fourni les images, d'amener des bulldozers, des tractopelles pour déboucher les entrées et sortir à nouveau leurs missiles et rentrer les lanceurs à l'abri des frappes américaines. Et le pays est immense, c'est 3 fois la France, 90 millions d'habitants. Et pour venir à bout de chaque site de lancement de missiles, on ne sait pas combien il y en a, mais il y en a certainement énormément. C'est très disséminé sur tout le territoire, suivant notamment la portée des missiles. C'est extrêmement compliqué, sachant que les pays du Golfe sont grosso modo à 400 km en moyenne de chaque site de lancement. Alors si c'est un petit peu plus loin, ils utiliseront des missiles avec de plus grandes portées. Ce qui est intéressant de voir effectivement, c'est que à côté de ça, ils ont utilisé peu de missiles depuis la reprise des hostilités et ils ont vraiment une riposte qui est extrêmement graduée, qui est vraiment maîtrisée d'une manière assez impressionnante. Par exemple, on parlait tout à l'heure des États du Golfe. Les Émirats et l'Arabie Saoudite ont été très très peu ciblés, alors que pendant la guerre des 40 jours, notamment les Émirats, moi j'y ai passé un mois en tout, c'était vraiment bombardé de manière très très régulière. Là, il y a une espèce de retenue pour justement ne pas se mettre à dos les deux géants de la région et les deux qui ont des ressources militaires. Koweït, Bahreïn, Qatar auraient du mal à lutter contre l'armée iranienne. Et puis Israël. Alors Israël, ils n'ont pas du tout de... Je voudrais qu'on reste un instant encore sur les capacités militaires. Je vous voyais réagir, David Rigoulet-Rose, à ce chiffre. Alors c'est vrai qu'on disait, les renseignements américains, comment ont-ils produit ce chiffre de 70% des ressources balistiques de l'Iran encore en état de fonctionner? Mais quand même, les Américains n'avaient pas évalué la capacité militaire iranienne à ce point? C'est très difficile d'évaluer. C'est un très grand pays. On n'est pas sur une configuration restreinte où on peut avoir un focus précis, même en termes de surveillance satellitaire. C'est immense. C'est souterrain. Je rappelle une formule de feu Nasrallah qui disait à propos du Hezbollah, mais c'était le modèle iranien. Nos montagnes sont nos forteresses. Et c'était en parlant justement de ces galeries, de ces enterrés en profondeur qui le sud Liban en 2006. Oui, exactement. Les Israéliens ont été très surpris. Très difficile à évaluer, à quantifier. En revanche, pour ce qui est des chiffres, évidemment, je reprends ce que disait le colonel Pierre Neigeon, il faut se méfier de tout ce qui est mis dans la presse parce que de toute façon, on est dans une logique parfois contestable et suspecte. Il faut se tenir aux déclarations de Brad Cooper, qui a été auditionné par la Commission des Affaires des Armées. Pourquoi ? Parce qu'il témoigne sous serment. Et donc, ce qu'il dit, en général, c'est assez paramétré, calibré. Il fait pas de désinformation. Il a dit qu'il y avait eu une guerre d'attrition qui avait fortement diminué la dimension capacitaire iranienne. Pas annihilé, mais fortement diminué, et on le voit quantitativement d'ailleurs, même s'il y a une hausse en termes de qualité du ciblage, mais il n'y a pas une explosion tous azimuts sur une multiplicité de cibles, parce que tout simplement il y a eu une réduction quand même quantitative. Ça n'enlève rien au problème que ça pose en termes d'efficacité, on le voit sur les dernières frappes évidemment, mais simplement c'est un trou noir à la fois en termes militaires et par rapport au régime. On ne sait pas tout à fait qui décide de quoi, même si les gardiens ont la main, évidemment. Et donc, il faut se méfier parce que quand je disais qu'il y avait un scénario, manifestement, Trump a validé probablement, je mets beaucoup de guillemets, un scénario qu'il n'avait pas validé initialement, c'était celui d'un changement de régime. Et il n'est pas exclu qu'il ait validé cette option aujourd'hui. C'est pour ça que l'idée des troupes au sol revient, pas des troupes américaines, des troupes avec des Iraniens au sol. On va venir sur la réponse de Trump dans un instant. Juste encore, je voudrais qu'on s'arrête sur ces capacités militaires iraniennes. Je vous donne la parole dans un instant, juste pour ajouter au débat. On a évoqué ce nombre de missiles balistiques possibles, 70%
potentiellement qui seraient encore intactes. Mais, colonel, on a besoin de vos lumières aussi sur les technologies désormais utilisées par les Iraniens. Je vous emmène au mur, comme à l'école, parce qu'on a besoin de votre pédagogie. Ils utilisent maintenant des nouveaux missiles, nouvelle génération. Présentez-nous un peu les caractéristiques de ces missiles. Alors on parle du Qassem-Bassi, que vous voyez en haut, qui est un missile qui date d'avril 2025, tout à fait récent. Donc on a assez peu d'informations. La meilleure preuve, c'est que vous avez la portée et la longueur. Alors on aurait pu mettre la vitesse, 11 000 Mais vous qui êtes un spécialiste, je suis sûr que vous allez nous dire que ça nous apporte des informations importantes. Alors oui, d'abord, il maîtrise parfaitement le modèle, middle range, en fait, le modèle intermédiaire. Avant, ils étaient sur la courte portée, 200-400 km. Maintenant, ils sont passés au-dessus de 1000 km. Même 1200, pour le moment, 1400 km. La longueur importe peu. Simplement, c'est un missile qui est relativement précis. Ce qui est intéressant dans ce missile, c'est d'abord, il est hyper véloce, 11 000 km à l'heure, ce qui n'est pas rien. Le premier point, c'est que vous avez dans un missile, vous avez 3 trajectoires. Une trajectoire de propulsion, une trajectoire intermédiaire, une trajectoire de rentrée ou terminale. Alors, on va le regarder parce que vous venez au point effectivement essentiel de ces missiles, c'est leur capacité à déjouer peut-être ce qu'on attend. Exactement, parce qu'en fait ce missile, il a une centrale inertielle, ce qui fait qu'on ne peut pas le brouiller, premier point. Deuxième point, il a une capacité technologique, on n'en est pas sûr encore, mais on en est quasiment certain, on le saura dans les semaines qui viennent. Il a de l'imagerie à l'intérieur, concrètement il a photographié l'objectif qu'il doit toucher, donc quoi qu'il en soit, il va y aller à un moment ou à un autre. C'est pour ça qu'en fait il peut avoir une trajectoire évasive. Très concrètement, il sait, lorsqu'il va monter la phase de la propulsion, lorsqu'il va monter, il sait qu'un radar adverse l'a capté. Sachant que le radar qu'il a capté va calculer sa trajectoire et va donner à un autre radar, il y a une batterie de tir, la possibilité de tirer le missile lorsqu'il va rentrer dans l'atmosphère. Parce que là, un missile se tire à peu près par là, dans la phase de rentrer dans l'atmosphère. Donc concrètement, le missile, il sait qu'il a été capté. Il sait où il doit aller. Par contre, il sait qu'il va être comment dire, touché par un système anti-missile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Au dernier moment, qu'est-ce qu'il fait? Il va... C'est la petite courbe rouge. Une évasion de trajectoire, il va transférer de quelques centaines de mètres, ça suffit amplement, et à partir de là, il change sa trajectoire, et il touche l'objectif à partir d'une autre trajectoire. Ça veut dire que le missile habituel, qui fait donc sa course habituelle et qui est percuté et tiré quand il rentre dans l'atmosphère, là, c'est la courbe rouge, il va changer de trajectoire avant, et il va déjouer le système de défense antiaérienne. Sachant qu'il y a un autre point extrêmement important, c'est le fait qu'il peut avoir des sous-munitions. Pour l'instant, c'est pas prouvé, mais on peut imaginer qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'il rentre dans l'atmosphère, avant d'être tiré, il change de trajectoire et il lâche ses sous-munitions. Vous avez des engins capables d'en avoir plusieurs dizaines. Donc là, on est sur un modèle extrêmement élaboré. Alors, qui a donné ça? Les Iraniens. Aujourd'hui, une capacité technologique qui est relativement forte. Peut-être ils sont pas jusque-là. Le problème, ils ont des alliés, je le disais tout à l'heure. Ils ont quand même les Russes, les Chinois, et puis ils ont les Nord-Coréens qui ont le même genre de missile à 1400, 1500 km. Donc il n'est pas impensable que les Nord-Coréens et les Russes leur donnent de l'information discrètement, avec des images, avec de l'imagerie, comment dire, à base de satellites. De satellites. Et puis vous avez les images, vous avez les technologies, vous avez le nombre de missiles, les objectifs. Ben ça peut durer un certain temps. Très intéressant de comprendre cette stratégie. Revenez avec nous. C'est peut-être un de ces missiles-là, d'ailleurs, qui a été utilisé pour aller frapper la base jordanienne où des soldats américains ont été tués. On attendra une confirmation, mais ça pourrait expliquer. Oui, parce que c'est une base très bien protégée, donc il faut des missiles qui permettent de déjouer les défenses antiaériennes. Sorour Kasmaï, on commence à l'aborder. Qui peut avoir donné ce type de technologie à l'Iran? Sans aucun doute le voisin du Nord ou la Chine, parce qu'ils ont quand même ils sont dans le même camp, si vous voulez. L'Iran n'arrête pas, le régime n'arrête pas de marteler qui a quand même des amis, de grands amis contre les États-Unis, etc. Mais ce système, vous savez, vous parliez donc de ces chiffres. Le système du régime est tellement opaque que je pense que même eux n'ont pas vraiment de chiffres, parce qu'en plus c'est pas concentré, il n'y a pas de concentration. Ce qui est un fait, c'est que depuis 47 ans, ils se sont préparés, toujours. Oui. Ça, c'était une sorte de ligne constante de se préparer pour la guerre. Donc, au début, c'était la guerre avec l'Irak pendant 8 ans. Et d'ailleurs, ça, c'est dans leur ADN. J'arrête pas de le répéter. Ils se sont construits. Khomeini disait, cette guerre, c'était un don du ciel. Elle nous a sauvés. Parce qu'elle les a poussés à se préparer.
elle les a, si vous voulez, elle les a sauvés de leur perte. Parce que c'était un jeune État révolutionnaire très contesté à l'intérieur de l'Iran, à l'extérieur, etc. Et avec cette guerre, ils ont pu d'abord militariser toute la société, apporter ce discours guerrier et aussi la martyrologie, le fait qu'il faut aller sauver aussi la terre iranienne et donc jouer aussi sur les sentiments nationalistes et patriotiques, pas seulement nationalistes iraniens, mais patriotiques. Et donc ça les a soudés, si vous voulez. Comme une entité politique, idéologique, militaire, etc. Et ils ont toujours... Ils savent gérer la guerre. Et depuis, ils se sont préparés parce que, comme disait Zarif à l'époque, il disait on s'est trouvé très seul, soudain, dans le monde entier. Et donc après, ils prétendent que l'idée du nucléaire est venue de là, etc. Mais le régime de Poutine et la Chine ont toujours soutenu en sous-main, si vous voulez, le régime iranien. Mais moi, je ne m'étonne pas qu'ils aient encore beaucoup de stock. Je ne sais pas si c'est 70% ou combien, mais parce qu'ils se sont préparés et comme le disait Xavier, ils l'ont toujours caché. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a à la fois les capacités militaires, alors bon, on restera prudent sur les chiffres, il y a la détermination, il y a la structure qui a été montée de longue date pour mener la guerre et se défendre, ça en fait un pays redoutable. Oui, absolument. Il y a l'argent aussi. Et l'argent, vous avez raison. Il y a aussi, il y a la compétence. On dit que les Perses sont depuis toujours très forts en mathématiques. En tout cas, ils ont beaucoup d'ingénieurs. Ils ont des gens d'excellents ingénieurs. Voilà, ils ont des gens qui sont de grandes performances. Ils en forment plus qu'aux États-Unis. Et donc, effectivement, ce qu'on voit, et cette guerre nous l'a prouvé vraiment de façon éclatante, c'est que l'Iran est un pays surarmé. Alors, face à ce constat, même 40 jours de frappe de la première puissance militaire du monde, aidée par la première puissance militaire régionale, Israël, n'a pas suffi à casser cet outil militaire. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Les Israéliens disent, c'est trop dangereux, faut continuer le boulot. Les États du Golfe disent, oulala, ces gens sont quand même très dangereux, ils peuvent être très méchants, donc composons avec eux. Et puis entre les deux, il y a Trump, qui semble-t-il hésite, qui à certains jours dit il faut supprimer ce régime, et d'autres moments dit place au business, on va rouvrir le détroit d'Ormuz et continuer comme si de rien n'était. Vous parliez d'Israël, on va retrouver Bethsabée Salem. Bonjour Bethsabée, vous êtes la correspondante de LCI TF1 en Israël. Il y a une réunion du cabinet de sécurité ce soir en Israël. Justement, comment on réagit à cette puissance peut-être sous-estimée, à ces avancées technologiques, on l'évoquait à l'instant avec ces nouveaux missiles, de l'Iran, et à cette capacité qu'elle a aujourd'hui à résister? Oui, tout à fait. Alors sur ces tout derniers missiles que vous venez d'évoquer, alors on fait toujours une différence en Israël, bien sûr, entre la propagande iranienne et ce qui a vraiment été mis au point sur le terrain. Il y a aussi le système de défense israélien qui est très sophistiqué et qui a été mis au point justement pour faire face aux missiles balistiques qui sont complexes à intercepter. Cela dit, on a pu voir en mars et avril dernier que les nouveaux missiles balistiques à fragmentation déjà ont posé pas mal de défis à la défense israélienne. Il y a eu beaucoup de destructions et de blessés, de victimes aussi, parce que là encore, ce sont des missiles qui sont difficiles à intercepter. Alors ce soir, il y a effectivement cette réunion du cabinet restreint autour de Netanyahou, avec certainement le chef d'état-major qui va présenter la situation sécuritaire, des délibérations et peut-être même des décisions qui seront prises. Il faut savoir que la situation actuelle, telle qu'elle est communiquée au public, en tout cas, c'est qu'il y a une possibilité d'une attaque surprise menée par l'Iran. Donc, il y a une vigilance extrême au sein de l'armée. D'ailleurs, au passage, il se pourrait que non seulement l'Iran attaque Israël, mais aussi ses proxys, les Houthis, le Hezbollah. Et puis, il y a aussi la possibilité, qui ne serait certainement pas annoncée au grand public avant, que finalement Donald Trump change d'avis et demande à Jérusalem de frapper Israël à ses côtés. On rappelle qu'il y a des dizaines et des dizaines, notamment de ravitailleurs américains, qui sont dispatchés en Israël et qui seraient d'une assistance extrêmement importante aux avions de chasse israéliens qui sont prêts à décoller. Merci beaucoup Bethsabée Salem pour toutes ces explications. On suivra ce cabinet de défense qui va se tenir ce soir en Israël et les décisions qui pourraient y être prises. On a fait le point sur
les capacités militaires de l'Iran, ce qui rend ce pays redoutable, on le disait, difficile à arrêter. Il y a peut-être un autre élément important à prendre en compte, c'est désormais qui dirige l'Iran. Est-ce que l'Iran est tombé aux mains des plus radicaux, de ceux qui ne veulent plus s'arrêter et qui iront jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte? Sylvia Amikon nous a rejoint. Sylvia, la question elle se pose parce que il y a un absent de taille. Depuis maintenant plusieurs semaines, c'est Mojtaba Khamenei. Oui, jusqu'à présent, l'Iran a martelé que le guide suprême était présent à chaque étape des négociations, qu'il validait chaque décision, même s'il n'était jamais apparu. Dans une interview à la télévision, Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien et l'un des négociateurs du cessez-le-feu, a laissé entendre qu'un comité spécial a pris des décisions importantes sur les négociations sans l'aval du guide suprême Mojtaba Khamenei. C'est très important cette déclaration, car le guide suprême a toujours historiquement eu le dernier mot en toute occasion. C'est ce comité qui a été mis en place entre juin 2025 et le printemps 2026 qui prend des décisions lorsque les dirigeants sont dans l'incapacité de contacter Mojtaba Khamenei. Pour rappel, le nouveau guide serait caché pour des raisons de sécurité, avec des moyens de communication très limités pour ne pas être localisé. Les Américains affirment quant à eux qu'il a été grièvement blessé, voire défiguré dans la frappe qui a tué son père le 28 février. Conséquence pour l'Institut pour l'étude de la guerre, le nouveau guide jouerait un rôle limité dans la prise de décision ces derniers mois. Un guide dont on a des nouvelles régulièrement, encore ce week-end, pour fustiger les États-Unis. Mais il s'agit toujours de billets lus à la télévision. On ne l'a jamais vu depuis qu'il a été nommé, ni même pour les funérailles de son père. Il y a 10 jours, plus étrange encore, Abbas Araghchi affirme lui-même ne l'avoir jamais vu. On l'écoute. Quelle était votre relation avec Mojtaba? L'avez-vous vu? Moi non, je ne l'ai jamais vu depuis tout ce temps. Je pense que personne, à part une poignée de personnes, ne l'a vu. Alors ça c'est absolument fou, on va le commenter, parce que Araghchi qui nous dit « moi j'ai jamais vu le guide suprême et personne, ou très très peu de monde l'ont vu », ça nous interroge vraiment sur qui dirige le pays. Il y a un homme, en revanche, quand Mojtaba n'est pas là, qui prend de plus en plus de poids au sein du régime iranien. Oui, et souvenez-vous, je viens de vous parler d'un comité spécial. On va le voir, ce comité. Il est composé de 6 personnes, dont Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement Ghalibaf, le président Massoud Pezeshkian, mais il y aura aussi et surtout le chef des gardiens de la révolution, Ahmad Vahidi. Pour l'ISW, c'est lui le principal acteur de la prise de décision du régime. Il est le seul responsable qui a un accès direct au guide suprême. Selon le Wall Street Journal, c'est lui qui est passé outre les décisions d'Araghchi, de Pezeshkian, qui cherchait à conclure un accord avec les États-Unis pour avoir une aide économique. Pezeshkian, que l'on a vu bousculer lors des funérailles d'Ali Khamenei la semaine dernière, accusé de négocier avec les États-Unis. Selon une source sécuritaire israélienne, c'est Vahidi qui écrirait les messages de Mojtaba Khamenei, un guide qui pourrait même ne plus être en Iran, selon cette source sécuritaire israélienne qui est relayée par des médias saoudiens, une source qui confirme également de fortes divisions internes qui menacent la stabilité des gardiens de la révolution. Merci beaucoup Sylvia, passionnant, et ça nous amène à une discussion sur qui dirige l'Iran aujourd'hui, et est-ce que le pays est tombé aux mains des plus radicaux? Parce que notre question, Trump peut-il arrêter l'Iran? Si on est face à des gens qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas s'arrêter et qui sont déterminés, cette question elle est vite répondue, comme on dit. Vous savez, moi j'ai une autre perception de cette interview de Araghchi, parce il met l'accent sur une sorte de bulle sécuritaire et de renseignement qui a au fait assassiné Khamenei. Il dit longuement que, au fait, ce jour-là, on savait qu'à 9h30, il serait dans son bureau. On a préparé donc cette réunion, etc. Donc, il parle, au fait, si vous voulez, d'une opération sécuritaire, et il dit cette bulle infiltrée ne sert pas seulement à supprimer, donc n'a pas servi seulement à supprimer notre guide et nos responsables comme Ali Larijani auquel il était proche. Il sert aussi à la politique que nous devons mener. Il oriente, si vous voulez, la direction qu'on doit prendre. Et ça, c'est pour la première fois qu'un responsable de ce niveau-là
parle, parce qu'on savait très bien que le système iranien était infiltré, que tout l'entourage de Khamenei était infiltré. Moi, ma lecture, c'était ça. Et donc, il mettait l'accent sur cette histoire de vide. Moi, j'ai pas compris que c'est un comité, parce que là, les personnages qu'on vient de voir à l'antenne, ce sont au fait les membres du Conseil suprême de sécurité. Donc, c'est des gens qui sont là pour éventuellement prendre les décisions, etc. Alors que Araghchi, il a introduit, si vous voulez, une autre note dans cette. Quelle lecture vous faites aujourd'hui de la personne, du groupe, des intentions de l'Iran avec ceux qui dirigent? C'est le problème de ceux qui dirigent, justement, parce que il y a une opacité qui est maintenue exprès. Ce qui est vrai, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le régime, il a changé. Parce que le principe de fondateur de la République islamique, c'était le principe du velayat et faqih, c'est-à-dire la jurisprudence du dogme, donc avec la figure tutélaire incarnée, c'est pour ça que je dis incarnée, du guide suprême. Et là, la fragilité du système ancien, c'est qu'il apparaît pas. Or, le guide suprême n'est pas l'imam caché. Le 12e imam, c'est celui qui est censé attendre son arrivée, mais donc d'incarner politiquement le régime de la République islamique. Or, c'est plus le cas aujourd'hui. Il n'est pas là. Et donc, vraisemblablement, le pouvoir a été préempté par les gardiens de la Révolution, notamment Vaidi, le chef du Conseil suprême qui est un proche de sécurité nationale. Il y a aussi Moshem Rezai, qui est un radical, qui est supposé être le conseiller du guide. Mais quand on regarde d'ailleurs ce qui est attribué au guide dans ses formulations, on ne parle pas de la République islamique. On parle de la nation iranienne, on parle de la résistance à l'agression américaine, etc. Il y a un vocabulaire qui s'est laïcisé. C'est assez étrange. On n'est plus dans le même régime, en fait. Ce qui ne veut pas dire qu'il est pour autant plus modéré. La preuve, c'est une ligne très radicale. Ouais. Et d'ailleurs, l'interview à laquelle vous faites allusion est extrêmement intéressante parce que, justement, quand on l'a décrite, Araghchi fait partie du cercle qui, quand même, préconisait une négociation autour de Pezeshkian, etc. Et c'est un message aussi en interne. C'est pas uniquement pour l'externe, ce qu'il dit. C'est parce que les tensions en interne sont... Et il est disqualifié dans la légitimité de la négociation par ceux qui l'ont hypothéqué. C'est-à-dire... On a peut-être, un instant, je vous donne la parole, mais une dernière information qui vient de nous arriver et qui nous traduit peut-être aussi la manière dont le régime iranien aujourd'hui durcit les choses. C'est un message de Jean-Noël Barrot qui nous explique que 2 agents de l'ambassade de France en Iran ont été la cible d'une action d'intimidation extrêmement grave de la part de l'Iran. Ils ont été placés en détention quelques heures avant d'être relibérés sans raison particulière. Xavier, est-ce qu'on a un tout petit peu plus d'informations sur cette opération d'intimidation menée par les Iraniens à l'ambassade de France? Ça s'est passé hier soir donc, et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes s'occupaient de programmes de soutien à la société civile, aux artistes. Donc, grosso modo, tout ce qui fait peur aux mollahs, tout ce qui pourrait faire redémarrer une révolte, une révolution, comme on en a connu en janvier dernier avec cette répression totalement délirante. 30 000 personnes, a priori, assassinées par les forces de l'ordre. Donc, on voit que les Iraniens surveillent de très très près tous les agents, je vais reprendre le terme russe, comme ça tout le monde va comprendre, de l'étranger, tous les agents représentant une puissance étrangère, en l'occurrence des diplomates français, qui sont en poste à Téhéran, avec un accord de la République islamique pour être sur place. Ils n'étaient pas du tout c'était pas des clandestins, c'était pas une opération plus ou moins spéciale. Ils ont été effectivement pendant plusieurs heures détenus contre leur gré. Ils sont maintenant à l'ambassade de France. Ils vont revenir en France dans les délais les plus rapides. Donc on voit bien que les Iraniens sont vraiment extrêmement prudents par rapport à tout ce qui pourrait se passer en direction du public iranien de la fameuse société civile. Guillaume Roquette, est-ce que pour vous ça alimente ce virage qu'a pris l'Iran vers quelque chose de très radical et où on ne laisse évidemment rien passer? Oui, il me semble que là, on a franchi une étape supplémentaire, même si la prise d'otage de diplomates est une spécialité iranienne. Les Américains sont bien placés pour le savoir. Mais là, les Français, ils sont absolument pour rien dans cette guerre. Et il y a une volonté symboliquement de dire nous n'avons pas d'alliés. Et je pense que ce signe-là, comme le fait que les Houthis du Yémen ont annoncé qu'ils voulaient établir un blocus pour empêcher l'Arabie Saoudite d'exporter depuis la mer Rouge, ça montre bien que les Iraniens font feu de tout bois. Et effectivement, ça accrédite, me semble-t-il, l'idée que ce sont les plus durs
qui ont pris le pouvoir, parce que on sait pas très bien ce qui se passe. J'ai l'impression que c'est une boîte noire, ce pouvoir iranien, mais on voit les résultats. On voit ce qui se passe. On voit ces frappes dont on parlait au début de l'émission sur tous les pays du Golfe. Donc les Iraniens sont tellement sûrs de leur fait qu'ils se disent, nous pouvons entamer ce bras de fer et même le rendre encore plus dur face aux Américains et aux alliés occidentaux, y compris les malheureux Français, qui vraiment n'y sont pour rien. S'il y a des gens qui ne sont pas mouillés dans cette guerre, c'est bien nous. Trump nous l'a reproché d'ailleurs. On a envoyé le Charles de Gaulle, mais voilà, il a tourné dans la région, puis après il est revenu tranquillement à Toulon. Donc on n'y est pour rien, et pourtant on n'est pas laissé à l'écart par les Iraniens. Sur ces opérations d'intimidation mené sur 2 diplomates français. Il y a quand même un passif avec ce qu'on appelle la Troïka européenne qui a utilisé le snapback pour établir les sanctions internationales. Donc c'est pas tout à fait anodin que la France soit... Il y a un passif avec la France. Oui, mais on est d'accord que c'est sans lien avec la guerre. Bien sûr. Mais enfin, les Iraniens ont la mémoire longue. Donc ça joue beaucoup. Ouais. Mais est-ce que ça nous prolonge dans cette idée que les Irakiens vont toujours un peu plus loin, que les Iraniens, vont toujours un peu plus loin? Alors, Denis Ross, qui est un ancien conseiller de Barack Obama, a dit récemment, donc je cite son verbatim, les Iraniens ne savent pas toujours s'arrêter. Voilà. Donc c'est un problème à intégrer justement. Et là, je suis pas iranien, donc je fais que relayer son appréciation. Parce qu'il a été en fonction pendant longtemps, il traitait du dossier iranien, notamment au moment de la crise sur nucléaire, et c'était la perception qu'il avait, et certains Iraniens, je crois, reconnaissent qu'il y a cette dimension qui peut jouer, et qui est intégrée normalement dans une stratégie adverse, c'est-à-dire que c'est une donnée qu'on doit prendre en compte. C'est exactement parce qu'il y a une logique escalatoire qui est... acté potentiellement. Et c'est exactement la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut arrêter des gens qui ne veulent pas s'arrêter? Au-delà de l'aspect culturel qui est effectivement extrêmement fort, le problème dans le chaîne de commandement, dans la chaîne de commandement, vous avez 2 modèles. Un modèle horizontal qui est en général civil, un modèle vertical qui est en général militaire. Dès lors que les Iraniens sont passés sur un modèle qui s'est militarisé, puisque les mollahs ce serait dans une périphérie, ils seraient là pour faire du décor. Donc ils sont très verticaux. La verticalité, c'est l'efficacité. C'est le modèle militaire. Donc quoi qu'il en soit, plus c'est vertical, moins ils vont être sensibles, si vous voulez, à la diplomatie, aux injonctions, etc. Ils vont rester sur un modèle opérationnel. D'où peut-être l'explication de cette espèce de montée en puissance et une espèce de tir un peu tous azimuts. On va voir ce qu'on va voir. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est que je pense qu'ils se trompent à 2 niveaux. Premier niveau, ils se trompent en tirant sur l'ensemble des pays du Golfe, puisque les pays du Golfe vont finir par se rétracter contre l'Iran d'une façon ou d'une autre. Et puis, deuxième point, les Américains sont plutôt sur un modèle, je dirais, low profile, comme on dit à Washington, sur un modèle assez bas. Donc en fait, ils ont de la marge de manœuvre. Donc en fait, aujourd'hui, qui mène le bal, ce ne sont pas les Iraniens. Les Iraniens sont dans une gesticulation, je dirais, exagérée, parce qu'ils veulent exprimer la puissance, parce que c'est vertical. Mais par contre, encore une fois, avec les Américains, ils sont sur un modèle dans lequel ils ont encore un potentiel. Il y a des options qui n'ont pas été jouées. C'est ce que je veux dire. Ceci étant dit, s'ils sont dans un modèle purement vertical, on finira par la Total Krieg, comme on dit. À l'époque on était en 45 en Allemagne, la guerre totale, puisque ce mot est utilisé par les Iraniens, c'est extrêmement fort. La guerre totale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble du peuple se rassemble autour de la guerre. La guerre absolue, c'est la destruction de l'ennemi. La guerre totale, c'est les clausewitzien. La guerre totale, c'est le peuple se rassemble pour faire la guerre. Donc c'est ça qu'ils veulent. Donc c'est très vertical, très militarisé. C'est pas les Iraniens, c'est le régime qui veut ça. Un petit mot sur Kasmaï, sur cette dernière information. Ces méthodes d'intimidation iranienne, elles vous surprennent ou pas auprès de 2 diplomates français? Malheureusement, ça ne me surprend pas. On a l'habitude, surtout avec la France, vous savez, quand même, le territoire français était le terrain d'actes terroristes depuis les années 80. Cette année, en février, c'était 40 années des actes terroristes. Et ça, ils l'ont toujours fait. Ils l'ont toujours fait, et on a eu des otages récemment encore. Pour revenir à ce que vous disiez sur le... Parce qu'on va avancer, mais allez-y. Sur le changement de régime. Personnellement, je crois pas au changement de régime. Vous savez, après la guerre de 12 jours, Khamenei a fait venir donc son Mada, celui qui fait le louange, qui prêche donc dans sa résidence, et pour la première fois, il lui a demandé de chanter l'Iran, l'hymne iranien. Ce qui est vraiment, c'était une révolution. C'était révolutionnaire. C'était une révolution parce qu'il nous arrêtait pour avoir chanté l'hymne iranien, pour
dire Iran. Khomeini, au début de la révolution, il disait nous ne sommes pas la nation iranienne, nous sommes l'Ummat. Ça veut dire la communauté musulmane. Vous n'êtes pas, vous êtes fidèle, vous êtes croyant, vous n'êtes pas iranien, vous n'êtes pas citoyen. Donc il y a eu une révolution sémantique là-dessus. Alors pendant la guerre, là, déjà de 12 jours puis 40 jours, c'est maintenant devenu normal d'utiliser, si vous voulez, des termes irano-iraniens et de s'appuyer sur le patriotisme et pour au fait réunir le peuple. C'est ce que finalement Staline avait fait aussi. Il parlait toujours de tavarishi, c'est-à-dire les camarades. Et quand il a fait sa grande guerre patriotique, oui. Non, quand il a fait son grand discours, il a dit bratia isios, ça veut dire frères et sœurs. Donc c'est à chaque fois les dictateurs pendant la guerre usent de ce procédé-là. Alors on s'interroge ce soir donc sur ces capacités de Donald Trump à arrêter l'Iran. On a vu un peu les capacités militaire de l'Iran, la détermination de l'Iran, mais pour arrêter l'Iran, il faut aussi un Donald Trump puissant. Et c'est là aussi où on peut se poser quelques questions. Regardez ce matin le Washington Post qui cite un responsable anonyme, alors il faut toujours rester prudent, qui dit « Nous n'avons pas assez de ressources, c'est un responsable américain, nous n'avons pas assez de ressources pour assurer la sécurité des opérations en Iran et je ne pense pas que la Maison-Blanche en soit consciente. » Xavier, cette source anonyme jette un pavé dans la mare. Oui, mais on avait fait le calcul à l'issue de la guerre de 40 jours sur le nombre de missiles, alors Tomahawk utilisés, le nombre d'années qu'il faudrait pour renouveler les stocks. Sur les Tomahawk, on était à 2 ou 3 ans. Mais ça, c'est pas l'important, puisque c'est pas forcément l'arme la plus utilisée aujourd'hui. Le plus important, ce sont les défenses antiaériennes. Et là, effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on se demande aujourd'hui, et d'ailleurs, on voit qu'il y a des frappes qui aboutissent, mais on se demande si les Américains ont vraiment de quoi protéger la multitude de sites, sans parler de bases, ça peut être des choses plus réduite qu'une base de taille américaine, où ils ont des cantonnements, où ils ont stationné des avions, des drones, et ça c'est certainement un très très gros problème. Alors là aussi on connaît pas exactement les stocks, mais on était dans les mêmes ordres d'idées, au moins 2 ans pour renouveler, sachant que ce sont des missiles qui coûtent extrêmement cher. Les missiles Patriot par exemple, on sait qu'il y a un vrai problème et que c'est une des raisons pour laquelle les États-Unis ne peuvent pas en donner à l'Ukraine notamment. Mais tous les pays du Golfe en ont besoin. Les Émirats arabes unis ont certainement une des meilleures défenses antiaériennes au monde. C'est vraiment un pays très en pointe là-dessus, notamment avec le fameux missile THAAD américain. Mais ici, ils ont les lanceurs et qu'ils n'ont pas les missiles. Et évidemment, ça ne sert à rien. On va aller aux États-Unis, Justine Jankowski, vous retrouvez. Cette déclaration ce matin qu'on a pu lire de le Washington Post, est-ce qu'elle crée beaucoup d'émoi aux États-Unis ? C'était déjà un sujet d'inquiétude il y a quelques mois, fin mars, lorsque, vous l'avez dit, la presse américaine avait rapporté que plus de 1000 missiles Tomahawk avaient été lancés depuis le début du conflit. Donc c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans la presse. Cette fois-ci, vous l'avez dit, c'est un responsable américain qui s'exprime de manière anonyme et qui dit que voilà, d'un côté, les États-Unis veulent élargir les opérations, de l'autre, il n'y a pas assez de ressources, notamment de stocks de défense aérienne. Autrement dit, le Pentagone n'a pas les moyens de ses ambitions. Alors, de là à vous dire si ça fait réagir ici aux États-Unis, pas vraiment. Pour tout vous dire, honnêtement, ce qui fait surtout réagir, ce sont les 17 soldats tués depuis le début du conflit, 3 nouveaux soldats abattus en moins de 48 heures ces derniers jours. Ça fait réagir. Et puis aussi, bien sûr, le prix de l'essence qui augmente à nouveau. On a dépassé une fois de plus les $4 le gallon, donc ça équivaut à peu près à un peu plus $1 le litre. Ça fait beaucoup pour les Américains, c'est une augmentation de 30% et c'est surtout ça qui rend la guerre impopulaire ici, et ce à moins de 4 mois des élections de mi-mandat. Merci beaucoup Justine Jankowski pour toutes ces explications. Colonel Pierre de Jong, est-ce que les États-Unis ont les ambitions, ont les moyens de leurs ambitions ? Alors écoutez, moi je mise pas, comme avec les Russes, je mise pas sur le fait que les stocks sont en baisse. Ça me paraît incroyable. C'est comme sur les 70%, on n'en sait strictement rien. Moi ce que je sais, c'est que la capacité industrielle des États-Unis, elle est colossale. Ils ont énormément d'argent, ils peuvent investir rapidement. Après, le problème, c'est le gap. Vous manquez de missiles, il faut les fabriquer, ils ont tout ce qu'il faut. C'est ça le problème. Alors, le temps.
Et ça, alors le Washington Post a peut-être des informations de qualité, d'autant que c'est un journal plutôt que je qualifierais de neutre, donc il est plutôt sérieux, donc ça veut dire que c'est pas impensable. Mais encore une fois, misons pas là-dessus. Je pense que les Iraniens jouent là-dessus, ils vont se planter, parce que je pense que les Américains ont des stocks un peu partout, en Asie ou à gauche à droite, donc je pense qu'ils ont la capacité aujourd'hui à répliquer et à utiliser des missiles. Après, on parle des Patriotes, on parle du THAAD, mais il y a des quantités de missiles incroyables. Donc tout ça, ne misons pas là-dessus. Par contre, misons davantage, le point faible, c'est la versatilité de Trump. Un matin, il est plein pot, puis 3 jours après, il est moins plein pot. Donc ça, c'est très embêtant, dès lors que vous planifiez, dès lors que vous êtes sur des opérations planifiées, si ça change, si la trajectoire change, on est un peu perdu. Là, depuis 9 jours, il tient, donc à mon avis, ils sont partis pour un système qui va tenir. Donc ne misons pas sur, une baisse de la qualité, ou en tout cas de la quantité de missiles qu'ils aiment. On va retourner à la question qu'on se pose ce soir, Guillaume Roquette. On a vu que l'Iran avait les capacités de résister, en tout cas jusque-là. Est-ce que Donald Trump a les qualités pour faire arrêter ce conflit et stopper l'Iran ? Alors, ce que je constate d'abord, c'est que ce sont les Américains qui ont relancé cette guerre de façon active. Ça fait 9 jours maintenant. Je peux me tromper, mais j'imagine que Donald Trump, il a demandé à ses généraux, est-ce que on peut y retourner ? Est-ce qu'on a suffisamment de matériel, de munitions pour pouvoir repartir dans une phase offensive ? Ça serait logique. Voilà. Alors, on dit qu'il est irresponsable, mais c'est peut-être un indice qui prouve que les Américains sont pas aussi désarmés que ça. Et donc c'est ça la capacité qu'ils ont. Après, Trump. De toute façon, cette guerre, elle est bizarre depuis le début, parce que je vous rappelle que Trump avait fait sa campagne présidentielle contre ce qu'il appelait les guerres sans fin, et il avait promis de ne pas lancer de nouvelles guerres. Or, il fait exactement le contraire. Donc, il me semble que, ou bien il se dit, de toute façon, j'ai perdu les midterms et je continue quand même, ou bien il se dit que il a les capacités de vraiment de modifier le rapport de force et de prendre l'ascendant sur les Iraniens. En tout cas, il aurait pu profiter du mémorandum du 17 juin signé à Versailles devant le président Macron pour partir dans une logique de paix. Il n'a pas voulu le faire. Alors certes, les Iraniens l'ont pas aidé en balançant quelques pélos sur les bateaux qui passaient par le détroit d'Ormuz. Mais c'est de toute évidence, il assume cette logique belliciste. Puisque vous parlez du détroit d'Ormuz, intéressant pour aller dans ce sens-là. On a le chef de la diplomatie, Marco Rubio, vous commenciez à l'évoquer, qui aujourd'hui même dit ce serait bien que les autres pays viennent nous aider dans le détroit d'Ormuz. C'est pas la première fois qu'il le dit, mais il le redit aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz est une voie navigable internationale et des attaques continuent d'y être lancées contre des navires. D'autres pays devraient se joindre à nous dans cette démarche. On entend parler des navires touchés, mais pas de ceux qui ont été protégés ni de ceux contre lesquels aucune attaque n'a pu être lancée. Tant que l'Iran s'obstinera à vouloir contrôler une voie navigable internationale, nous devrons y répondre. C'est pas la preuve d'une puissance absolue que d'appeler les autres à l'aide quand même. Ah mais non, mais là c'est la preuve de l'impuissance totale là pour le coup. Alors là, je vais pas peser mes mots. Autant sur d'autres aspects je peux être d'accord avec Pierre de Jong, autant là-dessus, non, sur le détroit d'Ormuz, là c'est une catastrophe absolue. Ils ont pas de moyens en fait. Le seul moyen qu'ils auraient, ce serait d'occuper 300 km de côte. Il leur faut, je parle sous votre contrôle, au moins 50 000 hommes, oui. Avec en plus une profondeur stratégique. Et derrière, Bandar Abbas, Sirik, qui est un port extrêmement important dans l'est du détroit, d'où partent a priori tous les missiles et tout ce qui est tiré sur les bateaux, ça part de Sirik. Il y a des montagnes derrière, autant d'abris pour, on les appelle comme on veut, hein, soit des militaires de l'armée iranienne, soit des partisans, des résistants qui harcèleraient les troupes américaines en permanence, qui fait que, grosso modo, ils pourraient trouver que l'Afghanistan ou l'Irak c'était un camp de vacances, quoi. Même Fallujah, ce serait sans doute moins pire, ça a sans doute été moins pire que ce qui pourrait s'attendre dans le sud de l'Iran. Donc ils n'ont pas de solution, parce que toute cette zone-là, elle est archi fortifiée dans des abris souterrains qui donnent sur la mer, d'où ils peuvent tirer avec des missiles anti-navires sur les bateaux. C'est très simple pour eux. Ce sont des missiles qui n'ont pas besoin d'avoir une très grande portée, hein. 30 à 40 kilomètres, ça suffit. Ils vont même bien plus loin, puisqu'ils ont frappé des navires au sud de Mascate, Sultanat d'Oman. Ils ont frappé aussi des navires devant Fujairah, là où arrive le pipeline des Émirats Arabes Unis. Vous avez tout un mouillage où mouillent les pétroliers en temps normal, soit pour
décharger dans les installations portuaires de Fujairah, soit pour passer le détroit d'Ormuz. Donc il y a ça, il y a les vedettes rapides, il y a les drones, il y a des drones navals qu'on a peu vus à l'œuvre, on les a vus à l'œuvre une seule fois contre un navire au large du Koweït. Et puis il y a tous les drones type Shahed. Et puis sur les vedettes, vous mettez n'importe quel type, mais il n'a même pas besoin d'être militaire en fait, avec un lance-roquette et vous attaquez un bateau civil sans aucune difficulté. Toute la difficulté de reprendre le contrôle de ce détroit d'Ormuz. Vous lisez comme un appel à l'aide, comme un aveu de vulnérabilité. Je vais prendre un terme. Impuissance pour Xavier. Oui. Vulnérabilité, allez. Oui, de facto, puisque d'ailleurs c'est un grief qui a été mis en avant par Donald Trump à l'endroit des autres partenaires de l'OTAN. Il y a eu la réunion de l'OTAN, mais il y a quand même une petite musique qui monte, avec une évolution des éléments de langage. On n'en est plus à dire il n'est pas question de participer à quoi que ce soit, etc. Et il y a des signaux faibles qui apparaissent manifestement, non pas pour aider les Américains, mais parce qu'on peut pas continuer comme ça avec la fermeture. Et il y a notamment, il y avait Keir Starmer, avant sa démission, qui avait dit, au moment de la réunion de l'OTAN, les factures des ménages risquent d'être impactées si on ne règle pas la question d'Ormuz. Et c'est ça qui peut entraîner les autres pays. Oui, et puis Johann Wadephul, le ministre allemand, qui disait nous sommes prêts pour des opérations de minage, mais de manière proactive, pas en attendant éventuellement quelque chose qui n'arrivera pas. Donc il y a une évolution. C'est un peu pour l'instant subliminal, mais il n'y a plus le refus catégorique qu'il y avait, non pas pour faire plaisir aux Américains, mais parce qu'on est tellement impacté par le problème, nécessité faisant loi. Donald Trump, quand ça veut pas, une petite image pour se quitter, puisque oui, c'est comme ça, c'est la loi des séries, nous a aussi parlé de Air Force One. Alors on sort un peu du conflit direct avec l'Iran, mais c'est pour dire que en termes d'image, c'est pas véritablement la meilleure séquence. Vous le savez, Air Force One, l'avion du président, offert par le Qatar, et il en était très fier, Donald Trump, mais il va quand même falloir le réviser, cet avion. Il possède de grandes capacités. Mais si j'ai bien compris, d'ici un mois environ, ils vont l'envoyer pour qu'il soit porté à son potentiel maximal. Cela prendra à peu près un mois. Bon, c'est anecdotique, Xavier, mais quand même... Non, c'est pas anecdotique du tout. Je pense que c'est extrêmement grave. D'abord, qu'un État étranger donne un avion au président des États-Unis d'Amérique. Alors aujourd'hui, c'est Air Force One, mais demain, il sera versé à la bibliothèque du président et le président pourra l'utiliser. Donc là, ça, c'est pas anecdotique du tout, c'est même extrêmement grave. Et puis, cet avion a été mis en service. Oui, il a volé avec. Sans qu'on installe à bord tout le système de leurre, de flair, qui permet à ces avions qui emmènent le président des États-Unis d'Amérique, au décollage, d'envoyer une gerbe d'étincelles, si vous voulez, pour schématiser l'histoire, comme les avions de guerre, qui permettent de leurrer les éventuels missiles qui seraient tirés sur l'avion. Il a été obligé de changer d'avion pour repartir d'Ankara, parce que les services de sécurité, après des menaces iraniennes, se sont dit « Ouh là là, on n'a pas installé le système sur l'avion » et il l'a utilisé quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dû faire un caprice et dire non mais c'est pas grave, il n'y a pas le système, moi, il sait même pas ce que c'est. C'est mon nouveau jouet, laissez-moi jouer avec. Je veux l'utiliser, je veux aller voir les gens de l'OTAN avec, c'est un signe de puissance. Sauf que là c'est quelque chose qui est... Sauf que c'est l'inverse, c'est dramatique, quoi, parce que si l'avion avait été abattu... C'est un signe de faiblesse. C'est étonnant, parce que moi je connais bien l'armée américaine et le Secret Service, ils sont extrêmement organisés, ils sont extrêmement méticuleux, ils vont partout. Enfin, je vous rejoins avec Xavier, c'est vraiment un caprice du président qui a dit non, ça c'est mon cadeau, c'est à moi, oups, on a loupé quelque chose, mais je le fais quand même. Mais c'est vrai que je vois pas comment le Secret Service ait pu accepter que le président monte dans cet avion, ça va tout le système à 100%. Ingérable. C'est incroyable. Il est ingérable. Oui, mais ça, c'est incroyable, ça. Il se l'a dit, ils lui ont imposé quand même de prendre l'autre pour le retour. Parce qu'il y avait un problème d'attentat potentiel. Donc là, parce qu'il y avait eu une information qui faisait état d'une menace. Le service il domine le président. C'est la seule structure qui prend le président et qui le met dans une voiture. Ça, c'était avant Trump. Faut quand même savoir que s'il y a une menace directe et immédiate. Oui. C'est vrai. Voilà. Ouais. Guillaume Roquette, en 30 secondes. Quand ça veut pas pour Donald Trump. Non, effectivement, c'est pas une période facile, le malheureux. Surtout que je me souviens des images de réception de ce fameux avion qui devenait Air Force One, puisque Air Force One c'est l'avion qui transporte le président, donc ça peut être je crois qu'il y en a deux, ou bien les Boeing 747 ça américains. Ça peut être un Piper Cheyenne, il deviendra Air Force One. Exactement. Et donc il le recevait, on voyait l'avion dans le hangar, et Trump disait c'est formidable, on a tout démonté, tout remonté, il est parfaitement opérationnel. De toute évidence, il n'avait pas été totalement informé. Et
c'est gênant parce que c'est quand même Trump est un homme qui travaille beaucoup avec les symboles. C'est important vis-à-vis de ses électeurs qui suivent pas forcément de très près l'actualité internationale, mais qui se disent on a mis un type costaud à la tête du pays, quoi. Et le gars qui dit je peux plus utiliser mon avion parce qu'il est pas assez sécurisé, ça la fout un peu mal quand on se prend pour le shérif qui est de retour dans la ville. Et avec un tel symbole, peut-on arrêter l'Iran? C'était notre question de ce soir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau dans le Grand Dossier pour nous aider à y répondre.